Bonjour Aurélien Bory. Bonjour. Nous allons poursuivre aujourd'hui avec vous notre pas à pas dans la nuit des théâtres et ce sera d'autant plus intéressant que le spectacle que vous auriez dû mettre en scène au Théâtre national de Bretagne, mais que vous mettrez en scène probablement un jour, je l'espère. Ce spectacle donc vient d'un texte de Jean-Philippe Toussaint dont le titre résonne très étrangement avec les différents confinements que nous avons pu traverser ces derniers mois, avec aussi une fermeture des frontières et une difficulté, voire parfois une réelle impossibilité à voyager. Ce titre, donc, c'est La disparition du paysage et l'acteur qui l'interprète sous votre direction, Denis Podalides, aurait dû apparaître aux yeux du public rennais du 10 au 20 mars. Cette représentation ne va donc exister pour l'heure qu'à travers vos mots. Et comme chacun des artistes qui participent à cette série de Polaroid, vous avez accepté de répondre à quelques questions. Voici la première, Aurélien Bory. Le public vient de s'asseoir dans la salle du TNB. Le silence se fait. Quelle est la première image qui aurait dû se proposer au regard et quel est le premier mot qui aurait dû être entendu? La première image, c'est un ciel, en fait. Le spectacle démarre sur un ciel. Plus exactement, un nuage. En fait, un nuage où l'on verrait au-dessus de ce nuage. Ça donne, donc on voit une fenêtre, et à travers cette fenêtre, on voit au-dessus des nuages. Un peu ce genre de paysage qu'on voit d'une vue d'avion, où on est au-dessus des nuages et on voit les nuages ensoleillés. Moi, je me souviens très bien que la première fois dans ma vie où j'ai vu ça, j'étais adulte, je n'avais pas pris l'avion enfant, et ça avait été une révélation comme une image de paradis. Et puis après, on s'est habitué. Mais j'ai eu en tête cette idée de faire un ciel qui soit aussi un paradis. Et en fait, cette première image, c'est celle que Jean-Philippe Toussaint écrit dans son livre, c'est-à-dire il place un homme face à sa fenêtre qui regarde la plage d'Ostende. Et il est contraint, il est en convalescence, il est devant cette fenêtre. On comprendra plus tard qu'il est en train de mourir. Et j'avais trouvé extraordinaire que Jean-Philippe Toussaint nous raconte finalement un homme en train de mourir et face à un paysage qui soit un paysage d'eau et de lumière, c'est-à-dire les deux éléments qui ont permis la vie. Comme la manifestation ici d'une mémoire cellulaire, d'une mémoire primitive. Un homme meurt, mais il se souvient de l'eau et de la lumière. Mais est-ce qu'il n'y a pas un mur qui se construit devant la fenêtre de cet homme? Alors si, c'est la dramaturgie que propose Toussaint, c'est-à-dire que finalement, cette fenêtre va être entravée par la construction d'un mur. C'est-à-dire que ce qui constitue sa dernière vision, il en est privé. Comme si d'ailleurs, cette vision qui doit s'éteindre puisqu'il meurt, eh bien, à la façon du rêve, le rêve allait scénariser cette extinction et le scénariser en faisant la construction d'un mur qui occupe peu à peu sa fenêtre. Donc, on a un lien très fort qui va jusqu'à justement la dernière image du spectacle, qui est la disparition du paysage vraiment en tant que tel, c'est-à-dire la disparition de cette fenêtre. Et là, dans le spectacle, pour cette disparition du paysage, elle est double, c'est-à-dire que finalement, ce dispositif scénographique qui est une illusion et qui correspond aussi à l'illusion imaginaire que se fait le protagoniste dans la pièce, c'est-à-dire qu'il imagine cette fenêtre, finalement, elle n'existe pas, il n'est pas devant cette fenêtre. Donc cette illusion tombe, et donc le personnage est complètement envahi par la brume du nuage, d'ailleurs qu'on croyait dans les premières... Cette apparition est une apparition en volume, c'est pas une projection, c'est une vraie brume derrière une fenêtre, donc c'est une scénographie, si vous voulez, avec une brume qui soit une vraie brume. On a fait le même phénomène que le nuage. Pour faire un nuage, finalement, on a fait un nuage avec une machine à brume. Mais cette brume qui devient fumée envahit complètement le personnage. Toute la physique, finalement, disparaît. Il tient en lui des lumières laser qui, comme tranchent l'espace, découpent l'espace, le fragmentent.
C'est comme si toutes les dimensions physiques avaient disparu et on voit cette fenêtre qui était son seul paysage s'en aller à jamais, c'était disparaît et comme à la façon d'un tunnel, d'un long couloir comme ça, disparaît, s'éloigne, à l'infini et disparaît. Est-ce que vous diriez, Aurélien Bory, étant donné la nature de ce texte, la façon dont vous nous racontez qu'il va être proposé, donc toute cette scénographie que vous avez organisée autour du comédien Denis Podalides, euh, est-ce que vous diriez on peut voir dans ce spectacle, dans cette proposition, une sorte d'allégorie de ce que nous vivons depuis maintenant un an. Un homme reclus chez lui, un paysage qui disparaît, qui se fait intérieur, une brume qui prend toute la place. Si je vous entends bien, au fond, une sorte d'émiettement de la conscience, d'atomisation de la conscience. C'est très troublant parce que c'est bien antérieur au 1er mars 2020, cette histoire, donc bien avant l'apparition du Covid sur le territoire français et dans le monde. Et pourtant, on se dit, oui, il y a quelque chose qui est comme une allégorie du confinement dans cette représentation. Ah oui, absolument. Il est dans son appartement, il est confiné, il est face à cette fenêtre, il croit qu'il est en convalescence, paralysé sur un fauteuil, et il ne comprend pas ce qui se passe. C'est-à-dire que finalement, le brouillard qu'il regarde aussi à travers cette fenêtre, qui est des fois la plage qui s'est complètement envahie de brouillard, comme ces paysages comme ça marins, finalement, c'est aussi le brouillard de la pensée. C'est ça qui est très beau chez Toussaint, c'est que finalement, le personnage a du mal à se souvenir de ce qui s'est passé et fait une enquête de la pensée, c'est-à-dire va supposer des choses, va se remémorer des choses, va essayer de tirer comme ça le fil de sa mémoire, ou plutôt essayer de rassembler les pièces d'un puzzle qui sont toutes éparses. Et finalement, Toussaint, on s'en rend compte le long du texte, nous décrit le mécanisme de la pensée, c'est-à-dire il décrit la mort et sa propre mort, puisque finalement il se met en scène en tant qu'écrivain, c'est ses souvenirs de livres qu'il vient chercher, c'est ses souvenirs d'enfance qu'il va chercher, c'est un texte à la première personne, donc éminemment théâtral finalement, qui va très bien, et il se met en scène en train de mourir, et en fait c'est quoi cette mort? C'est la dernière pensée. Et ça qui est beau, je trouve, dans son texte, c'est une dernière pensée, pleine et entière, avec tout le mécanisme de la pensée, c'est-à-dire finalement les doutes de la pensée, finalement le recours à la mémoire, une mémoire émotionnelle, une mémoire de l'enfance, un recours aussi à ses livres, puisque finalement il y a énormément d'éléments de ces livres qu'il a écrits qui reviennent à la mémoire et qui entretiennent comme ça la pensée du protagoniste. Donc en fait, finalement, il nous décrit une pensée pleine et entière liée à sa capacité créative d'écrire, d'écrivain, d'artiste, c'est-à-dire à son recours à la représentation. C'est ça qui est très important chez Toussaint, c'est que finalement, son ultime pensée vaut autant en tant que geste à une œuvre, à une représentation. C'est aussi son ultime représentation. Et c'est très beau de voir comme ça Toussaint qui décrit d'ailleurs sans que ce soit souligné, tout simplement comme ça une pensée qui se déroule, qui se forme belle, c'est-à-dire avec autant d'imaginaire que d'éléments du réel, enfin, c'est très compliqué, c'est vraiment le lien entre son imaginaire et le réel, comment l'imaginaire rejoint le réel ou l'inverse, et cette pensée qui s'éteint, c'est-à-dire c'est tout simplement une pensée qui se forme et une fois qu'elle est formée, qui s'éteint, et ça dans une fraction de seconde. Alors, vous dirigez, et ça sera une de mes dernières questions, Aurélien Bory, l'un de nos plus grands acteurs contemporains, sinon le plus grand d'ailleurs, de sa génération. Sans abuser des superlatifs, je pense qu'on peut dire que Denis Podalides est une sorte de Stradivarius. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Comment est-ce qu'on dirige un Stradivarius? Est-ce qu'on dirige d'ailleurs un Stradivarius, Aurélien Bory? Alors, je vous rejoins tout à fait. Denis Podalides est un acteur extraordinaire.
Dès que, comment dire, dans l'histoire, c'est Toussaint qui est venu chercher Podalides. Toussaint qui écrivait la première fois pour le théâtre, il est venu proposer ça à Denis Podalides. Et puis Denis Podalides est venu me chercher pour le mettre en scène. Donc c'est important de reprendre ce fil parce que finalement c'est un projet comme ça qui passe de main en main. Et moi évidemment dans cette proposition, je l'ai tout de suite accepté parce que c'était dans mon parcours comme un rêve finalement de travailler avec Denis Podalides et en plus je mesure l'honneur qu'il m'a fait en me le proposant. On se croisait ici et là, il avait vu certains de mes spectacles, notamment Plexus ou Orphée Eurydice. Et je savais qu'il s'intéressait à mon travail, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il me propose comme ça. Et donc, il n'y a pas meilleur signe que la chose improbable pour moi. Je mesure toujours mes choix à l'aune de leur improbabilité. Et lorsque c'est complètement improbable, alors là, je me lance corps et âme. Et en travaillant avec lui, on s'est rendu compte dès la première séance, finalement, que ça allait fonctionner. Et c'est les rencontres avec tout ce que ça a d'inexplicable. On a travaillé du premier jour jusqu'au dernier de manière très, très, très construite, très sérieuse et en même temps très fantaisiste aussi. Ça a été extrêmement fluide entre nous. Et je dois dire que, au départ, j'imaginais que travailler avec Denis Podalides, ça allait ressembler pour moi comme quand je travaille pour l'opéra. Comme lorsque je travaille avec Marianne Crébassa ou avec d'autres, Mathias Gurn, avec des chanteurs extraordinaires comme ça, qui sont de telle force sur le plateau qu'ils proposent, qu'ils font des propositions, et que dans ces propositions, vous allez les juste retenir, observer, regarder, et quelque chose va apparaître que vous voulez garder en disant « Ah oui, cette direction est la bonne ». Et avec Denis, ça s'est passé vraiment de cette manière-là, c'est-à-dire que Denis est tout le temps en train de proposer, tout le temps. Et il propose en permanence. Et il remet toujours en question ses propositions. Il les remet toujours sur l'établi. Il les reteste le coup d'après. Et ça, j'ai apprécié énormément, enfin, j'ai beaucoup appris de voir à la fois quelqu'un d'aussi expérimenté et aussi travailleur. Je vous donne quelques anecdotes. Le premier jour des répétitions, c'était au Bouffe du Nord, c'était en mars 2020. C'était la première fois qu'on se retrouvait sur le plateau, vous voyez, lui et moi. Et on s'était vu, on avait un petit peu parlé du projet, du dispositif scénographique que j'imaginais, mais j'ai dit, je préfère toujours commencer par le plateau, avant même de penser la scénographie, commencer par le plateau, parce qu'il me fallait son enjeu. Et je lui ai dit ça, je lui ai dit, quel est votre enjeu sur ce spectacle-là? Parce que j'ai lu le texte de Toussaint, il est fantastique, Toussaint vous l'adresse, donc il veut quelque chose, mais vous, Denis, c'est quoi votre enjeu? Et il m'a dit, très franchement, je ne peux pas répondre, alors je vais vous le faire. Et donc, je dis, comment ça? Il dit, je vais vous faire le texte. Et donc, dès le premier jour des répétitions, il arrivait texte su, ce qui m'a sidéré. Alors, j'ai envie d'installer une petite scène dans la salle de répétition, une chaise face à la fenêtre de la salle des répétitions des Bouffes. Et voilà, je me suis positionné comme en spectateur et il a fait le texte. Et en faisant le texte, j'ai complètement réalisé, c'est lui qui m'a fait réaliser tout ce travail de la pensée, c'est-à-dire lui s'accrocher au texte et uniquement au texte et il le déroulait. Et on connaît son travail si particulier, son attachement si particulier de Denis Podalides avec le texte. Et là, il le prouve. Et en écoutant et en le voyant jouer, finalement, ce texte interprété, tout d'un coup, l'histoire de la pensée en train de se faire et en train de se construire m'est apparue. Et alors, je me suis dit, si c'est quelque chose qui doit apparaître et un mécanisme, une mécanique comme ça, il faut proposer alors un dispositif qui soit aussi une mécanique et que ce qu'on va voir, alors c'est aussi la mécanique de la pensée. Et finalement, cette fenêtre, ce nuage, cette mécanique de la brume, c'est aussi la mécanique de la pensée. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et ensuite, nos échanges ont été continuels. Ce qui est incroyable, c'est que à un endroit où, par exemple, ça accroche un peu
Et puis où on pourrait dire, bon, c'est pas grave, le texte est tellement beau que ça passe. Et dit, non, 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 on s'accroche, on va trouver encore quelque chose. Et alors, Denis faisait des propositions qui, franchement, ont été quasi toutes extrêmement pertinentes et que j'ai retenues. Donc, on s'est retrouvé finalement dans quelque chose qui est tout à fait naturel, puisqu'il y a eu aussi des allers-retours avec Toussaint, de voir un auteur, un acteur et un metteur en scène dans un travail qui allait aboutir à ce spectacle, qui aboutit à cette forme. Mais c'est un travail, c'est un dialogue continuel, c'est des échanges. Et j'ai beaucoup apprécié, c'est finalement, je me suis retrouvé dans cette façon de faire, qui était aussi celle que j'essayais de faire avec mes collaborateurs dans les autres spectacles. C'est toujours une œuvre, on est toujours en dialogue quand on crée un spectacle, toujours, toujours. Là, il y a la découverte du texte, l'amour de Denis pour le texte, l'amour de Denis pour le jeu, l'enjeu personnel qu'il avait derrière aussi, le fait que ce soit quand même un texte à première personne, et aussi un texte aussi fort sur la mort, sujet formidable pour le théâtre, on va dire. C'est incroyable d'ailleurs que Toussaint choisisse pour son premier texte de parler de ça, comme si le théâtre était l'art qui le parle le mieux d'une certaine manière. C'est un art vivant, donc il faut bien qu'il meure d'une certaine manière, et que la mort est toujours présente au théâtre, et qu'on était complètement guidé par ce texte, et à la fois complètement face à l'inconnu, ouvert à ce qui se présentait, et à la découverte de cet espace. Et j'ai eu l'impression que durant tout ce processus de création, il y avait un processus de théâtre, je veux dire, qui a toujours été celui-là, vous voyez, depuis le théâtre, depuis les Grecs, depuis une simplicité du dispositif, d'une sorte d'évidence, et en même temps la nécessité d'un dispositif, c'est-à-dire d'un espace où pouvoir s'ancrer, mais que ce dispositif s'effondre à la fin, comme si le théâtre, enlevait son masque. Donc, il y a eu tout ça. Ça a été très, très riche. Et j'avoue que travailler avec Denis Podalides, c'est avec ce niveau-là, qui est assez stratosphérique, c'était une chance de tous les jours. Vous voyez, Aurélien Borio, on a démarré par les nuages, on finit dans la stratosphère. Et il y a des disparitions provisoires de spectacles qui donnent plus de regrets que d'autres. Celle-ci en fait partie. Donc, j'espère vraiment que l'apparition du paysage, spectacle qui se trouvait à la page 55 du programme du Théâtre national de Bretagne et qu'on vient de voir émerger dans vos mots, rebondira très vite, je le souhaite, sur la scène d'un théâtre, celle du TNB et sans doute d'ailleurs les Bouches du Nord et d'autres théâtres encore. Merci beaucoup, Aurélien Bory. Merci, Joël.